Cette semaine au Monticule, je reçois un athlète que j'ai rencontré il y a bientôt 13 ans. Il prenait part avec son équipe des Orioles de Montréal au championnat provincial Bam Tam de hockey. D'ailleurs, l'équipe avait remporté cette année-là et j'ai eu la chance de rencontrer quelques grands noms du baseball. On pense à Abraham Taureau et à Louis-Philippe Pelletier. Mais notre invité cette semaine, c'est Abraham Taureau qui, lui, a passé à travers tout le programme de Baseball Québec. Les catégories locales, le baseball double lettre, le Midget 3, l'Académie de Baseball Canada. Taureau a fréquenté l'école secondaire polyvalente Édouard Montpetit et le collège Vanier à Montréal. Il a ensuite étudié au Seminole State College à Seminole, en Oklahoma. En 2016, lors de sa seule saison à Seminole, il a frappé pour une moyenne de 439 avec 20 circuits et 86 points produits en 55 matchs. Il a été repêché par les Astros de Houston au 5e tour du repêchage de la Major League Baseball en 2016. Taureau a signé avec les Astros et a fait ses débuts professionnels avec les Greenville Astros, frappant pour une moyenne de 254 avec 19 points produits en 44 matchs. Dans le baseball mineur, il a évolué jusqu'à présent avec 10 équipes différentes, passant du niveau A faible au 3A. Il détient jusqu'en 2023 une moyenne de 279 au bâton et 60 circuits, ainsi que 1806 présences au bâton. Le 22 août 2019, les Astros ont sélectionné le contrat de Taureau et l'ont promu en Ligue majeure. Il a joué le soir même son premier match face aux Tigres de Détroit. Et le 1er septembre, Taureau a joué son deuxième match dans son pays d'origine, le Canada. Et dans la 9e manche, il a frappé un circuit de 2 points avec 2 retraits brisant l'égalité. Taureau drives one to left field, sending Drury back. He looks up. This ball's gone! Abraham Taureau! Dans la moitié inférieure de la manche 9e, il a effectué le dernier retrait du match, complétant ainsi le 3e match sans coup sûr de Justin Verlander. Ground ball to third. Taureau is there. His throw in time. Justin Verlander. Another exclamation point. Eh bien, le 27 juillet 2021, les Astros ont échangé Abraham Taureau ainsi que le lanceur de relève Joe Smith aux Mariners de Seattle. En échange, les Astros ont reçu Rafael Montero et Kendall Graveman. Les deux équipes étaient en pleine série, les opposants, et Taureau a été informé de cette information et de cet échange lors de la pratique au bâton, alors qu'il frappait pour Houston. Et bien, après avoir appris la nouvelle qu'il était échangé, il allait dans le dugout de Seattle, s'est changé, a enfilé son nouvel uniforme et a repris l'échauffement à titre d'un Mariners de Seattle. Dans la 9e manche du match de cette nuit-là, Taureau est entré en tant que frappeur suppléant et a frappé un circuit de 2 points dans le champ droit contre Ryan Presley, devenant ainsi le premier joueur de l'histoire de la MLB à frapper un circuit pour une équipe et contre la même équipe lors d'un match consécutif. High fly, right field, and at the wall, get the Le 31 août 2021, face aux Astros, Taureau est venu au bâton contre Graveman dans la 8e manche d'un match sans points avec les bases pleines. Et bien, à la 8e reprise de sa présence au bâton, il a frappé un circuit de 413 pieds dans le champ centre droit pour son premier grand chelem en carrière. Pitch number 8 to Taureau. He drills this! Drilled and crushed, and this is gone! Le circuit a compté pour tous les points que les Mariners ont marqués dans cette victoire et ça les a placés avec 3,5 matchs dans une place aux séries éliminatoires à titre de meilleure deuxième équipe de la Wild Card et il y avait 29 matchs à jouer. Le 2 décembre 2022, les Mariners ont échangé Abraham Taureau et Jesse Winker aux Brewers de Milwaukee contre Colton Wong. Taureau a accepté un contrat de 1 an d'une valeur de 1,25 million de dollars avec les Brewers de Milwaukee pour la saison 2023. Il évitait ici l'arbitrage salarial. Les Brewers ont renvoyé Abraham Taureau au Nashville Sounds dans le 3A pour commencer la saison 2023. Et à travers cette saison-là, Abraham Taureau n'aura que 9 matchs dans les ligues majeures avant de retourner dans le 3A. Le 15 novembre 2023, on apprend que les Brewers de Milwaukee ont échangé Abraham Taureau aux Athletics d'Oakland qui,
on l'apprendra plus tard, deviendront les Athlétiques de Vegas. Et en échange, les Brewers ont reçu un lanceur des ligues mineures, Chad Patrick, et le 17 novembre, 2 jours plus tard, les Athlétiques ont signé Abraham Toro pour un contrat de 1 an d'une valeur de 1,275 millions de dollars. Et au moment où j'ai eu la chance de discuter avec Abraham Toro, il était à 8 jours de son départ pour le camp printanier du baseball majeur. Il en est à son 6e camp du spring training où il tente de faire sa place dans le baseball majeur. On va suivre avec attention son camp du spring training en 2024 et sa saison. Maintenant, prenez place et écoutez cette belle discussion que j'ai eue avec Abraham Toro. Au Monticule cette semaine, qui est en visite, c'est un joueur à qui j'ai fait la connaissance il y a 13 ans. Ça fait un certain temps maintenant. Je l'ai connu dans son temps avec les Orioles de Montréal, Bam Tam 2A, et j'ai eu la chance de faire quelques discussions avec lui à travers le temps. Et ce qui est spécial, c'est que la dernière fois que je l'ai rencontré, en 2016, je lui ai dit, un jour, quand tu vas être dans les majeurs, je vais avoir la chance de te passer en entrevue et d'avoir une discussion avec toi. Mais maintenant, presque 10 ans plus tard, on réussit à faire la chose, une discussion ensemble avec Abraham Toro, qui est connu surtout pour son passage avec les Astros de Houston, les Mariners de Seattle, les Brewers de Milwaukee et les Athletics d'Oakland, qui, la saison prochaine, deviendraient les Aces de Vegas. Abraham Toro, tout le monde, ça mérite une bonne main Merci. d'applaudissement. Merci, merci. Merci, comme je te disais, de prendre le temps dans ton horaire assez chargé, dans ta préparation pour la prochaine saison. Justement, comment ça se passe ta préparation pour la prochaine saison? Ça se passe bien. Je suis rendu à la fin de mon programme d'entraînement, tout ce qui est la phase, je suis rendu un peu plus phase explosive. Tu sais, on s'entraîne pas aussi lourd. Tu sais, tout a été, tu sais, mes trainers ont été bons. Tout a été, on suit à la lettre comment le processus et je m'en vais dans exactement 8 jours. Fait que c'est bientôt. Oh, et comment tu te sens là, à l'approche de... c'est sûr le questionnement que les sportifs ont beaucoup. Là, on est rendu à la 4e équipe que tu vas accueillir maintenant. Comment toi tu te sens avec le fait d'avoir une nouvelle équipe qui, sur papier, pourrait te donner quand même une chance de percer l'alignement? Parce que tu sais, par exemple, avec les Astros, il y avait quand même certains gros noms qui pouvaient donner un peu moins de chance à des joueurs émergents de pouvoir prendre place dans les ligues majeures. Toi, tu te sens comment avec le fait d'atterrir avec les Aces qui pourrait te permettre d'avoir une place puis vraiment prendre ton élan comme il faut. L'objectif reste le même. C'est l'objectif, c'est évidemment de rester en santé pour 162 games. Et là, je suis considéré un peu, si on peut dire, un peu le vétéran de l'équipe. Tu sais, fait que mon rôle a un peu changé depuis les dernières années. Mais et aussi, la plus grosse chose pour moi, ce serait éliminer les distractions, si on peut dire. Tu sais, on parlait beaucoup des Aces qui vont déménager. Tu sais, ils essaient pas de gagner. Fait que c'est quelque chose qu'on veut pas contrôler, ce que les médias disent. C'est vraiment de concentrer à chaque game puis jouer à ton 100%. Et à travers les dernières années, surtout avec les Astros, tu as eu la chance de vivre un moment assez intéressant avec un certain Justin Verlander où tu as frappé un circuit qui lui a permis de vraiment, euh, s- on dirait, comme concentrer le fait qu'il va avoir son match parfait. Comment toi, tu t'es senti dans ce moment-là, après le match où on l'a entendu dire ce fameux Where the F is Toro? Est-ce que tu l'as vraiment permis de réussir à avoir son match parfait? Comment ça s'est passé, ce moment-là? L'histoire de cette game-là, c'est quand même. Je me rappelle, je sais pas si tu pouvais jouer cette journée-là. Et la veille, Yuli Gurriel, qui est le premier but, il avait fait atteindre, hit by pitch. Donc, le jour du match, finalement, il dit, ah, j'ai mal, tu sais, je peux pas jouer. Fait que là, ça donne que c'est moi qui joue. Et je me rappelle, j'avais pas une bonne game. J'étais 0 en 3, 2 strikeouts, tu sais, ça allait pas bien. Mais là, quand le temps de tour au bâton est venu, je me rappelle, je frappais quatrième. Et je me rappelle, je me disais dans ma tête, tu sais, faut juste que quelqu'un embarque. Je sais que je vais le faire, je le sens, tu sais, je sais que je vais faire quelque chose de grand. Et finalement, Bregman trouve un base hit. Là, j'ai pu frapper le circuit. Et sur le moment, j'étais juste comme, ah, ok, circuit. C'est vraiment après la game que tu réalises que, ok, ouais, c'est un moment historique. Tu sais, il y a son troisième no-hitter. Et tu sais, là, on a vu la vidéo, il est venu me voir, Where's Toro? Et tu sais, à ce jour, c'est une histoire que j'en parle et que les gens m'en parlent encore. Et justement, moi, je me demandais, là, dans ton moment où tu as eu l'échange entre les Astros et les Mariners,
Tu as eu quand même un. C'est une drôle de situation. Ça arrive pas tout le temps que tu te fais échanger et que la journée suivante, t'affrontes l'équipe qui t'a échangé. Comment c'était de faire partie d'une nouvelle équipe, mais de raffronter des joueurs avec qui tu étais coéquipier à peine 24 heures après? Au début, c'est sûr, c'était bizarre, mais mon nom, il circulait. Pas que je m'en attendais, mais mon nom, il circulait un peu dans les échanges. Fait que oui, t'es surpris, mais en même temps, pas que je le savais, mais tu sais, j'en avais entendu parler. Et quand on m'a dit Hey Toro, tu sais, viens, le manager veut te parler, là déjà là, je savais, bon, je vais essayer d'échanger. Puis moi, dans ma tête, je pensais que je m'en allais aux Cubs. Dans le temps, les Astros, ils étaient intéressés à Kim Kimbrough, Craig Kimbrough, qui était avec les Cubs dans ce temps-là. Là, finalement, quand il me dit Seattle Mariners, je suis comme, oh, oui, Mariners. Tu sais, je connaissais pas trop l'équipe. Et, mais tu sais, Seattle, j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, ça a été plus facile. J'ai pas besoin de prendre l'avion. J'ai juste vraiment changé de clubhouse. Puis là, cette même journée-là, j'ai joué pour Seattle, là. Et si ma mémoire est bonne, je pense que tu as frappé un ou deux circuits dans le même Un match, là. circuit, ouais, non, un circuit, ouais. Quand même, je pense que ça enlève une certaine pression de dire OK, là, j'ai changé d'équipe et en partant, je fais un impact. Toi, comment Ouais. ça s'est passé là, de dire avec les médias par la suite, comment eux t'ont approché avec un peu ce changement-là d'équipe et que tu fais une grosse impact en partant? Et au début, tu sais, j'étais arrivé, ils m'ont dit, ah, tu sais, tu vas jouer au deuxième but tous les jours. Moi, dans le baseball mineur, je jouais un peu au deuxième but, mais dans la Ligue majeure, j'avais jamais joué. Et là, je suis comme, OK, c'est quasiment, faut que tu apprennes une nouvelle position dans les ligues majeures. C'est un challenge que, tu sais, je me suis bien débrouillé. Mais on dirait que le fait qu'ils m'ont mis à l'aise, qu'ils m'ont dit, tu sais quoi, on le sait que t'es pas un deuxième but, mais tu sais, on va travailler avec toi. Ça m'a mis confortable, le fait qu'ils ont cru en moi, qu'ils m'ont dit, tu sais quoi, la position est à toi. Et les médias, même chose. Tu sais, c'est vraiment une belle expérience avec Seattle. Et les Mariners, quand t'es arrivé, c'était quoi leur objectif avec ton temps de jeu que tu pouvais avoir? Est-ce qu'ils te voyaient comme quelqu'un qui allait prendre une place et qui allait être là longtemps? Est-ce que tu t'attendais un peu à ce que l'année suivante, potentiellement, tu allais changer d'adresse? Non, moi, je pensais vraiment que j'allais rester là. Et la première année, quand j'étais à Mariners, tu sais, personne ne pensait rien des Mariners. On a commencé à gagner, on a commencé à gagner. Et on était à une game de faire les playoffs. Fait qu'on a un peu surpris tout le monde, tu sais, qu'on a été passé aussi proche. Là, l'année d'après, tu sais, ça n'a pas tant bien été pour moi personnellement. Tu sais, mon temps de jeu, il avait descendu un peu. On avait fait des échanges. Fait que je pense que ça a eu un impact que je me suis fait échanger après encore à Milwaukee. Mais tu sais, j'ai vraiment appris de cette saison-là, 2022, de dire, OK, c'est les ligues majeures, tu sais, tu peux pas, tu sais, c'est pas que je niaisais, mais il faut que tu fasses des ajustements, tu sais, parce que sinon, n'importe qui d'autre va prendre ta place. Et là, maintenant, avec tu sais, t'as eu ta saison l'année passée avec les Brewers. Si on regarde les stats que tu as avec les Brewers, tu as eu un certain passage. On parle d'une session d'une dizaine de games. Par la suite, tu as quand même une très bonne saison au niveau mineur. Eux, comment ils t'ont approché à ton arrivée? Parce que là, quand tu as été échangé, tu as signé un contrat rapidement par la suite. Est-ce qu'eux avaient un peu la même mentalité que les Mariners, de dire on veut te garder et par la suite, ça a changé? Comment ça s'est passé? Brewers, c'était un peu frustrant, tu sais, le fait qu'ils m'ont juste laissé dans la Ligue mineure pour mal toute l'année. Et je comprends, là, ben, je comprends dans le sens que peut-être qu'eux, ils avaient leur plan, ils avaient une vision différente, mais on dirait que peu importe ce que je faisais, ils m'ont laissé dans les ligues mineures. Même si tu vois mes stats dans la Ligue majeure, ça a bien été. Mais tu sais, j'ai essayé de penser ce que je peux contrôler. Puis je pense que c'est pas mal de motivation que j'ai pour la saison 2024. Et dans le baseball québécois en ce moment, tu es une des inspirations pour les jeunes joueurs qui font leur chemin. On pense au Jérémy Pilon qui a été drafté par les Rays dernièrement. On pense à Raphaël Pelletier qui tente de faire son chemin tranquillement. Tu as eu quand même un parcours assez prolifique dans le baseball collégial. Et je me souviens que lors de ton draft, tu m'avais mentionné quelques temps après quand on avait eu la chance de jaser ensemble, que toi au draft, tu étais en train de frapper des balles. T'étais pas nécessairement devant l'écran en train Ouais. de regarder le draft impatiemment, savoir si tu Mhm. allais être échangé. Et cette mentalité, je l'ai retrouvée dans plusieurs jeunes que j'ai parlé, avec qui j'ai parlé dernièrement, qui me mentionnaient que
l'objectif, c'est tout le temps de s'améliorer vers l'avant. Quel conseil tu aurais à donner à ces jeunes-là, ou même les jeunes qui sont à l'ABC, qui sont potentiellement dans le cheminement de se diriger vers l'ABC, qui souhaitent peut-être un jour se rendre vers les ligues majeures? Quel conseil tu aurais à leur donner pour se rendre et avoir accès à ce niveau-là? Euh, Dans le fond, je dirais, d'un, faut que tu trouves le plus tôt possible quel genre de joueur tu es ou tu veux être. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plusieurs types. Tu sais, t'es-tu quelqu'un qui frappe pour la puissance, contact? Si t'es lanceur, t'es-tu quelqu'un qui est plus quelqu'un qui va lancer away, up, down, tu sais. Fait que le fait de savoir t'es quel type de joueur va faciliter ton genre d'entraînement. Tu sais, si je suis quelqu'un qui frappe pour la moyenne, je vais pas me concentrer à faire des circuits et tu sais, vice-versa. Fait que ça va t'aider aussi. Et le fait d'avoir un plan quand tu t'entraînes, parce que oui, t'as bien beau travailler fort, faut que tu saches ce que tu fais, puis il faut que chaque entraînement soit pour t'améliorer, pas juste tu sais, si t'as pris 1000 swings, puis t'avais pas de plan, tu sais, t'es pas meilleur. Fait que c'est pas mal ces deux choses-là que j'aimerais comme conseil aux jeunes. Et moi, j'ai une question qui semble anodine, mais qui est tout le temps un peu une curiosité générale des gens qui suivent légèrement le baseball ou tu sais, qui n'ont pas nécessairement la chance d'avoir vécu la vie des ligues mineures. Peux-tu nous parler un peu de c'est quoi les défis que tu vis quand tu joues dans les mineurs ou quand tu diriges dans les ligues majeures, de certains défis que les gens ne peuvent pas connaître? Tu sais, des fois, il y en a qui ont, ils ont des rides de bus très très longues, d'autres qui ont c'est les avions. C'est quoi les défis qu'on a à surmonter dans une saison pour rester au top de sa shape le plus possible? Et c'est ça, dans la ligue mineure, ce qui est tough, c'est pas mal le plus tough selon moi, c'est la nourriture. Tu sais, c'est pas vraiment la meilleure nourriture qui te donne, surtout avant les games ou après les games. Et les rides de boss aussi, des fois, tu sais, t'as des longues rides pendant la nuit. Tu peux arriver 6 heures le matin, puis cette même journée-là, tu joues une game. Fait que ta récupération est pas aussi bonne, mais il faut quand même trouver une façon de jouer. Tu sais, tout le monde est fatigué, tout le monde est pareil, si on peut dire. Fait que c'est pas une excuse pour jouer d'un autre 100%. Et dans les ligues majeures, dans tes présences que tu as eu la chance de faire, qu'est-ce qui t'a surpris le plus des services ou des trucs qu'ils peuvent offrir pour vous aider les joueurs à rester en shape ou à la limite même juste de vous divertir? Parce que tu sais, 165 games, 162 games dans une saison, c'est très Mhm. demandant physiquement. Fait qu'il doit y avoir des Mhm. moyens où on essaie de se divertir le plus possible. Qu'est-ce que les équipes ont offert qui t'a surpris un petit Ah, mais là, ça revient encore à la bouffe. T'as tout peu? le Ouais. temps de la bouffe. T'as un chef qui te fait. Tu sais, dès que tu arrives au terrain, tu sais qu'il va y avoir de la bouffe. Avant pratique, après la game. Tu sais, tu prends l'avion, t'as de la bouffe dans l'avion. Fait que c'est vraiment quelque chose que eux, ils savent l'importance de ça. C'est tout ce que tu peux penser. Sauna, ben froid, ben chaud. Tu sais, évidemment, ils te forcent pas à rien faire, mais tout est accessible pour toi, pour ta récupération et être le meilleur possible au terrain. Et dans tes dernières saisons que tu as eues, est-ce que t'es, est-ce qu'on peut te considérer comme un joueur peut-être, as-tu des superstitions? Tu sais, quand on parle au hockey, les gardiens, ils vont souvent avoir de: «Je place mes choses de telle façon parce que si j'ai pas mes choses placées de telle façon, ben, mon match sera pas, positif ou j'aurai pas le succès que je veux». Est-ce que toi, tu as des choses comme ça dans tes préparations pour un match? Oui, vraiment. J'ai pas une routine exacte. Ça va juste à. C'est beaucoup, j'ai une bonne game. Là, le lendemain, j'essaie de faire la même chose. OK, je vais manger la même chose. Tu sais, surtout nous, dans notre casier, t'as deux jerseys pareils. Puis là, je vais dire, ah, je pense, lui c'est lui qui a tu sais, des affaires comme ça, ou comment je me change. Si, je sais pas, moi, la veille, j'ai mis mon bas droit avant, je vais faire la même chose. Ça, c'est pas mal. Mais moi, je suis loin d'être extrême. Il y en a qui c'est à un autre niveau, là. As-tu eu des coéquipiers qui ont eu des trucs assez, étranges, qui étaient superstitieux en disant: «Je fais ça, même si c'est bizarre, je le fais». Est-ce que tu as un exemple de chose qui s'est Ouais. produit? Le plus haut, je dirais, c'est Alex Bregman. Lui, il avait sa douche qu'il prenait tout le temps. Le nombre de swings dans le BP, on va dire, il a pris 7 swings. Il a dit, OK, il faut que j'en prenne exactement 7. Peu importe comment je finis mon swing. Lui, tout était calculé quasiment. Comme ça, lui, il a été un autre niveau, là.
C'est vrai que 7 swings à tous les fois, c'est assez spécifique. Je dis 7 swings, mais je sais pas c'est combien, mais un nombre exact là, à chaque fois. Et je vois derrière toi, tu as des trucs de collection. Je vois un de tes chandails, Mhm. un de Russell Martin. Est-ce que tu collectionnes un Ouais, ouais. peu seulement les chandails? Est-ce que tu collectionnes certaines choses? Ouais, j'en ai une coupe. Si je peux changer un peu de mes joueurs préférés, j'ai une Salvador Oh, Perez. wow! Ça, c'est moi avec Seattle. Altuve, puis là, t'as la photo. Ça, c'est mon préféré. Miguel Cabrera. Ça, c'est Mike Houston. Puis là, ça, c'est Russell. Wow! C'est quand Ouais. même assez. C'est Là, assez là, dans ma chambre, il en rentre plus, mais c'est sûr, j'aimerais ça en avoir plus, mais ouais. Justa- Justement, ces chandails-là, autres que les tiens, puis c'est peut-être le même processus un peu, comment tu réussis à avoir accès à ces chandails-là? Parce que quand on regarde celui avec les Astros, on voit que c'est un chandail qui est utilisé durant un match. Mhm. Mhm. Comment tu as accès à ces chandails-là? Mais moi, j'ai été chanceux parce que tous les gens que j'ai, ils me les ont donnés. Je me rappelle, tu sais, quand t'es au deuxième but, t'es côtoie, là, hey, what's up? Ouais, bon, tu parles un peu avec les gars. Et là, c'est la même chose. Je disais, hey, si j'achète un jersey, est-ce que tu peux me signer? Puis ils m'ont tous dit, non, non, t'inquiète pas, m'a donné un jersey, m'a tout signé, m'a dit au equipment manager de l'envoyer. Puis c'est comme ça que c'est passé. Wow, quand même, c'est. Altuve, comme je joue avec lui, je me rappelle, j'ai demandé à mon année en 2019, quand j'ai débuté. Il m'a fait, inquiète pas, je te donné. Là, j'entends, tu sais, je voulais pas être gossant, puis demander, je suis comme, bon, peut-être qu'il a oublié. 2 ans plus tard, moi, j'ai rien dit. Il me dit, ah, tiens, le jersey. Merci. Fait que 2 ans plus tard, il s'est rappelé, j'imagine, puis il va signer le jersey. Ah, c'est quand même cool parce que, tu sais, il aurait pu juste passer à autre chose puis, tu sais, de l'oublier. C'est Mais quand ça, même tu veux pas cool. être gossant, là. Hey, by the way, tu sais, fait que moi, j'ai dit, bon, est-ce que t'as oublié? Puis là, 2 ans plus tard, je fais, ah, merci, c'est cool. J'avoue, même moi, j'avais oublié. Et à travers tes dernières années dans le baseball majeur, qu'est-ce qui a été ta rencontre la plus surprenante ou la plus intéressante qui t'a aidé dans ton parcours dans le baseball majeur? Qui m'a aidé? Laisse-moi voir. Euh, ben, je pense que ça a été avec Alanis Diaz, que justement, je jouais avec. Il y en a deux, il y en a deux. Alanis Diaz Mm. et Carlos Santana, c'est deux gars qui ont. Tu sais, c'est deux vétérans qui donnent des bons conseils. Puis Alanis Diaz, lui, c'est parce que c'est le rôle qu'il avait. Tu sais, c'est un rôle un peu un bench guy, utility guy. Puis lui, c'était plus sa routine en tant que gars qui joue pas tous les jours, parce que c'est pas pareil, tu sais, c'est pas facile. Tu joues pas 3 games, même une semaine, là, finalement, tu joues. Fait qu'un peu de le voir comment il se prépare pour un gars qui joue pas tous les jours, parce que c'est un peu un rôle que j'avais à Houston. Et Carlos Santana, c'était lui l'important, c'est juste sa routine de c'est pas une routine, c'est pas être super, tu sais, la même routine. Il faut que tu écoutes ton corps, faut que tu sois dépendant qui lance. Puis tout avant de commencer ce qu'il allait faire pour se préparer pour sa game, Mm. il le savait déjà. Comment, tu sais quoi, je sais pas moi. Lui, il lance beaucoup de sinker, moi, je travaille sur la balle away. Lui, il lance beaucoup de curveball, moi, je travaille dans la machine à curveball. Tu sais, tout était planifié. Et tu voyais qu'il y avait un plan. Puis, puis lui, il m'a vraiment appuyé. Moi, j'étais chanceux. Il dit, OK, viens avec moi dans le cage. OK, on va frapper. OK, fais ci, fais ça. Fait que c'est quelque chose que, tu sais, j'ai été chanceux que j'ai eu deux gars comme ça qui m'ont aidé. Et à ton arrivée dans les ligues majeures, là, en fait, quand on suit ton parcours, on a vu que tu as quand même joué à plusieurs positions, surtout dans les mineurs. J'ai déjà vu certaines fois, tu as joué dans le champ extérieur, tu as joué dans le champ intérieur, tu as joué comme receveur, je pense, à un certain point. Pas des Mhm. très longues durées, mais c'est arrivé que tu as touché à plusieurs positions. Est-ce que c'est quelque chose qui te demande beaucoup d'énergie de devoir t'adapter à différentes positions? Comment tu le vois, sur le fait de pouvoir jouer à plusieurs positions, mais que des fois, tu sais pas nécessairement le coach va t'utiliser à quel endroit? Mais c'est pas beaucoup d'énergie, c'est plus la préparation de, comme tu sais pas si où tu vas jouer. Fait qu'à tous les jours, être sûr de pratiquer à différentes positions pour quand le moment arrive, t'es prêt et c'est pas une surprise. Fait que ça a été ce que j'ai fait, c'est à chaque fois, tu sais, quand tu fais tes ground balls avant la game, tu sais, je vais prendre 3, je vais prendre 2. Même si je joue pas au short, je vais les prendre au short. Puis là, pendant le BP, je m'en vais dans le champ puis je prends des fly pendant que les gars ils frappent. Tu sais,
C'est juste une question de même si tu joues pas dans le champ, les répétitions pour être prêt si un jour le moment arrive. Et surtout dans les dernières années, on a vu que tu reviens souvent au Québec, à Montréal, pour venir te faire ta saison morte pour une bonne partie en tout. Pourquoi c'est important pour toi de revenir au Québec quand des fois tu aurais peut-être la possibilité de pouvoir rester à des endroits où, naturellement, connaissant les températures au Québec, on n'a pas accès à un terrain extérieur pendant l'hiver. Pourquoi c'est important pour toi de revenir au Québec? Il y a deux raisons. Tu sais, la famille, c'est sûr, ça a un impact. Et aussi, mon frère, que tu connais, Douglas, Mhm. il a un centre de baseball. Fait que pour moi, c'est le fait de toujours avoir accès à une cage de rapport, pour moi, c'est important. Je peux aller à 2 heures le matin si je veux. Je peux aller. Fait que j'aime ça. Je suis pas mal tout le temps là. Tu sais. Puis c'est lui qui me lance, c'est lui qui me met le T-ball. Je pense qu'il doit avoir mal au bras à cause de moi. Il doit toujours me lancer des balles. Fait que ça aussi, c'est important. Mais ça fait 2 ans maintenant que je passe un peu de temps à Miami. Mon hitting coach, il habite à Miami. Fait que je vais là, je vais le voir. Tu sais, j'ai été 10 jours, j'ai travaillé avec lui. Et après ça, quand je reviens, j'applique un peu ce qu'il me dit. On peut se FaceTime si on veut, dépendamment parler de travail, tout ça. Et justement, en parlant du hitting coach, est-ce que depuis que tu es avec lui, tu as ciblé certaines choses que tu as améliorées comparativement aux dernières saisons qui, tu crois, cette saison vont t'aider? Ouais, fait que la première fois, c'était l'année passée, fait que c'était avant la saison 2023. Et tu sais, j'ai eu vraiment une bonne saison. Et je dirais une grande partie, c'est grâce à lui. C'est un peu revenir à la base, on peut dire. Tu sais, maintenant, on parle beaucoup des swing uppercuts, tu sais, essayer de lever la Mhm. balle. Et je pense que j'ai été un peu trop là-dedans. Ça faisait que je n'étais pas constant quand je frappais la balle. Fait que lui, c'est un peu plus flat, frapper des line drive, revenir à la base. Tu sais, les circuits, ça va venir. Fait que le fait de revenir à ça, ça m'a aidé et l'appliquer pour 2024 aussi. Là. Parce que on l'a vu dans les dernières années, tu es capable de frapper un circuit dans la Ligue majeure. On l'a vu à plusieurs Mhm. reprises. Tu es capable de le faire surtout dans des moments opportuns. Donc, je pense que j'ai hâte de voir ce que ça va donner le fait de revenir à la base pour ta prochaine saison. Puis justement, dans ton échange avec les Aces, euh, est-ce que tu as eu la chance de discuter un petit peu avec l'organisation puis de voir un peu leur plan, surtout le fait que là, tu pourras me corriger si c'est cette année ou la prochaine année qu'ils déménagent à Vegas. C'est quoi un peu leur plan d'ensemble et d'équipe? Parce que honnêtement, connaissant un petit peu le baseball, les Aces n'ont jamais été une grosse équipe qui qu'on peut comparer par exemple aux Astros. Est-ce que tu as eu la chance de discuter avec eux un peu sur leur plan pour le futur? Ouais, ouais, j'ai parlé avec eux. Ben, ils m'ont parlé de mon objectif personnel. Et ils m'ont dit d'être prêt de jouer partout. Ils m'ont dit que j'allais avoir ma chance de pas mal jouer. Évidemment, faut que je sois bon, tu sais, mais de jouer pas mal à tous les jours. Ils m'ont dit deuxième but, troisième but, juste bouger dans l'infield. Et si j'étais à l'aise avec ça, et oui, je suis à l'aise. Fait que le fait que, tu sais, ils m'appellent, un peu me rassurer comment tu vas jouer beaucoup. Ça, c'est quand même quelque chose qui est important comme joueur, qui te fait comme, OK, je suis important, fait que maintenant, c'est à moi d'être bon et de prendre l'opportunité. Et ça, c'est quand même un événement assez important que tu as vécu l'année passée. Tu as joué pour Team Canada au Mondial. Tu as eu la chance aussi de côtoyer à titre de coéquipier Freddie Freeman. Peux-tu nous parler un peu de c'est quoi la prestance de Freddie Freeman comme joueur? Parce que c'est quand même un des gros joueurs du baseball majeur de ces temps-ci. Comment c'était de le côtoyer? Freddie Freeman, c'était un leader, évidemment. C'était le gars qui avait le plus accompli de notre équipe dans la Ligue majeure. Et je me rappelle, j'étais justement avec Edouard Julien, on a parlé pendant comme 45 minutes, 1 heure, on était en cage, on faisait juste parler des élans, des approches et ce qui fonctionne pour lui, ce qui fonctionne qui a changé sa carrière. Et lui, il a un peu la mentalité si on peut dire, d'un petit joueur, que lui, il dit qu'il est sur des line drive au shortstop. Le gars, il est tellement grand qu'ils vont frapper des circuits, mais il dit que c'est tout le temps ça qu'il vise. Puis quand tu vois, tu sais, ses highlights, il y a tellement de coups sûrs à champ opposé dans le centre. Tu le vois qu'il essaie pas de frapper un circuit. C'est juste quasiment un accident quand ça arrive.
C'est quand même drôle à dire que de Freddie Freeman, c'est quasiment un accident vu du fait, comme tu le dis, Ouais, qu'il vise. C'est un peu spécial, mais en même temps, c'est quand même une bonne chose de dire on vise de quoi de simple, puis le gros circuit arrivera quand ça arrivera. exact, exact. Et si on fait un petit parcours, je vais te ramener dans le passé légèrement, là. Tu as eu la chance de faire quand même certains tournois assez intéressants. On parle des Jeux du Canada, si ma mémoire est bonne, il y a quelques années maintenant. Tu as eu aussi la chance de jouer au Collège américain. Comment tu vois ton parcours de tout ce que tu as fait depuis le début jusqu'à ce que tu es rendu maintenant? Y a-tu des choses que tu te dis, ah, j'aurais peut-être dû faire certaines choses différemment? Est-ce qu'il y a certains endroits où tu te dis, j'aurais peut-être dû aller jouer un peu plus longtemps à tel niveau pour réussir à arriver à atteindre tel échelon? Est-ce qu'il y a des choses que tu revois et tu dis, il pourrait être différent ou que tu as bien fait? Non, y a rien que je refais différemment. Tu sais, j'ai été, depuis une jeune âge, j'ai toujours été discipliné. Je voulais, tu sais, c'est ça, je voulais être dans les ligues majeures. Et la bonne chose de moi, c'est que ça va être toujours une étape par fois. Oui, je voulais être dans les majeures, mais j'ai toujours comme, OK, bon temps, je vais être midget. OK, midget, je veux aller au collège. C'est un peu les étapes. Et quand j'avais, je pense, que c'est 17 18 ans, j'ai pas fait l'équipe junior de Baseball Canada. Et tu sais, ça m'a fait de quoi, tu sais, je pensais que j'avais ma place. Puis j'ai juste pris ça comme motivation. Et je pense que mieux, ça a bien tourné. Je suis allé au collège, j'ai été repêché. Fait que, tu sais, si j'ai un message aux jeunes aussi, vous dire, c'est, tu sais, si c'est pas l'équipe junior ou même au collège, tu sais, ça finit pas là, tu sais, ça continue. Si on vient travailler fort, qui sait ce qui peut arriver. Ouais, des fois, c'est juste une question d'être à la bonne endroit au bon moment, puis les choses peuvent changer. Tu sais, on pense à euh, Miguel Cienfuegos qui a été joué en Australie puis qui a reçu un offre pour jouer avec les Padres. Même chose pour Anthony Quirillon qui, lui, n'a pas été repêché mais a reçu un offre par la suite. Tu sais, les choses peuvent se placer même si le draft ou le collège n'a pas été nécessairement la lignée que tu prends. Est-ce que tu as réussi à rester en contact avec certains de tes coachs ou joueurs avec qui tu as côtoyé au collège? Au collège, je parle un peu à quelques gars, mais là, tu parles de Cienfuegos, je suis encore en contact avec lui. Quirillon, là, il était en Australie, mais il pratiquait au Grand Chelem où ce que je frappe. Tu sais, je l'ai vu une couple de fois cet hiver, je l'ai vu, tu sais, on a parlé un peu. Fait que, tu sais, le monde du baseball est petit ici, fait que tu Mhm, connais pas mal tout le monde mhm. quand t'es là-dedans. Et justement, dans ces gens-là, est-ce que tu as je sais que Raphaël Pelletier va quand même souvent à Grand Chelem. Est-ce que tu as certains de Mhm. ces joueurs-là que tu croises, que tu dis, j'ai le feeling que ce joueur-là va atteindre un certain niveau? Ouais, Ralphie aussi, je l'ai vu, il a un beau petit swing. C'est sûr que je l'ai pas vu encore dans une game, c'est juste dans une cage. Mais j'aime son attitude, j'aime son intérêt de travail, il pose des questions. C'est comme ça, c'est des gars comme ça que tu veux, des gars qui sont curieux à toujours essayer de s'améliorer. Je pense que c'est ça les gars qui veulent se rendre loin. Et moi, j'ai une question de curiosité. Comment tu perçois le fait que, euh, j'ai un exemple, Jérémy Pilon, qui avait 16 ans, qui a Mhm. été repêché pour les Blue Jays l'an dernier, cette année, il a été repêché pour les Rays. Il est quand même jeune à 17 ans pour débuter dans le baseball majeur. Toi, comment tu perçois ça, le fait d'avoir 16 17 ans ou peut-être d'avoir 18 19? C'est quoi ton conseil pour les jeunes qui pourraient potentiellement être repêchés à ces âges-là? Le conseil, je dirais, c'est plus être fort mentalement. Tu sais, le fait que tu es toujours, je pense que quand tu es au Québec, généralement, t'es toujours le meilleur, t'as pas encore vécu de challenge, Mhm. dans le sens que là, quand t'arrives dans le professionnel, tu sais, ça va arriver, une game, tu vas te faire frapper, ça va pas bien été. Fait que le côté mental de dire c'est une longue saison. OK, on passe à d'autres choses. Ça va être ça la différence entre quelqu'un qui réussit pas. Le fait d'avoir une mémoire courte. Ça a été bien, ça a été pas bien. Demain, c'est une journée, let's go. Tu peux pas laisser la veille dicter tes émotions et comment tu vas gérer ta journée. Je pense que c'est des conseils à retenir avec attention pour les futurs joueurs et joueuses qui veulent atteindre un certain niveau là, pour les gens qui vont écouter ce podcast-là. Et peux-tu nous partager un petit peu
la progression qu'on a au spring training, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent le fait qu'il y a des games de spring training, mais pour un joueur qui dans le passé, a tenté de se faire une place dans le baseball majeur, chose qui techniquement devrait être le cas cette année, ça peut ressembler à quoi un spring training pour Abraham Toro, lui qui va commencer prochainement et les derniers que tu as vécu? Spring training, c'est. Tu sais, t'arrives la première semaine, c'est pas mal relax. Tu fais des pratiques d'équipe, tu fais tes batting practice, tes roulants, tout. Là, quand les games commencent, tu joues juste 4 manches environ. Puis après ça, les gars, les gars qui sont plus sur l'équipe majeure, ils vont jouer 4 manches, et ça fait peut-être 2 tours au bâton. Et là, plus le camp avance, plus que tu joues de plus en plus 5 manches, 6 manches, 7 manches. Là, des fois, à la fin, tu vas peut-être un jouer 9 manches. Mais ça vient à. C'est plus ton timing. Comme oui, tu vas être bon, évidemment, c'est une game, tu as des fans, mais le fait que si ton timing est là, même si le résultat n'est pas là, ça donne confiance pour ta saison. Est-ce que je suis capable de voir une curveball à terre, pas la signer, une fastball, pas être jamais? Si ça, c'est le cas, là, ça donne confiance pour ta saison. Puis c'est pas nécessairement juste le résultat. C'est juste comment tu es capable de gérer cette approche-là. C'est bon de savoir. Parce que, tu sais, beaucoup de gens pourraient penser que dans le spring training, on a beaucoup sans nécessairement dire qu'on va avoir de la prestation, mais tu sais, les joueurs vont vouloir comme se réchauffer puis se remettre à, Mhm. à, à être Mhm. présents. Mais je trouve que c'est une approche que c'est le fun à savoir que on veut juste une première action, le résultat va venir par la suite. Oui, parce que les games comptent pas. Puis, tu sais, le lanceur, oui, évidemment, il va être bon, mais il n'y a pas le plan de match d'une saison qui veut vraiment te retirer. Lui, il veut juste pratiquer sur ce que lui veut pratiquer. Fait que c'est une approche un peu différente. Et dans les dernières années, surtout avec les Astros, tu as eu la chance d'être dans l'entourage de l'équipe lors de leur grosse run dans les séries éliminatoires. Qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience-là avec quand même un niveau de jeu qui est différent un petit peu de la saison régulière? Qu'est-ce que tu as retenu de ces moments-là? Le fait, comme tu dis, tu sais, j'étais avec les plus gros joueurs, pas mal, là, dans le temps, mais même encore, tu sais, Altuve, Bella et puis là, Bregman. Juste comment ils étaient calmes, même dans les playoffs. Pour eux, c'était quasiment de l'extérieur. Puis même moi qui était dans le clubhouse avec eux. C'était comme une game comme une autre. Tu sais, la routine ne changeait pas, c'était pas plus de pression. Fait que le fait de l'importance, selon moi, des vétérans, tu sais que quand tu vois tes vétérans qui sont juste calmes, ça donne confiance aussi aux jeunes que peut-être c'est leur première fois qu'ils sont là. Puis je me demandais, là, parce que tu sais, étant un fan de baseball, tu sais, j'ai pas eu le niveau de jeu que tu as eu, mais quand on regarde le coach que tu as eu la chance de côtoyer, c'est Dusty Baker. J'avais Dustin, mais Mhm. c'est Dusty Baker. Euh, c'est quoi le personnage, c'est quoi la personne Dusty Baker? Parce que honnêtement, tout le monde en parle comme étant un très, très grand coach, et j'en doute aucunement, mais je suis curieux de voir ta perception de ce coach-là qui était avec les Astros depuis jusqu'à l'an dernier. Mais de CBQ, ça fait déjà une couple de managers que je vois. Il y a une approche différente des autres, dans le sens il essaie de ça de garder relax. Il aime ça faire des jokes, il aime ça. Mais il aime ça aussi, un peu plus le côté humain, si on veut dire, de savoir comment que ces joueurs ils vont. Et si un joueur, ça va peut-être pas aussi bien. Lui, il est connu pour l'appeler dans son office. Puis il l'a fait avec moi. Il commande la bouffe, puis là, il mange, puis là, il parle. Puis là, tu sais, il parle normal, puis là, après ça, OK, qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis, tu vois pas les managers faire ça. Si ça va mal ou ça va bien, les managers, ils ont l'habitude de dire rien. Puis lui, un peu plus, il y a une approche un peu plus, si on peut dire, mentale d'essayer que tous ces joueurs soient à 100% de ce côté-là. Ah, c'est quand même surprenant parce que tu sais, on s'attendrait à ce que le manager, quand il t'amène dans son bureau pour te dire une bonne ou une mauvaise nouvelle, c'est assez straightforward, puis Mhm, on mhm. te donne l'information, puis on passe à autre chose. Fait que Mais il fait ça s'il croit en toi, évidemment, là, pas, pas n'importe qui aussi. Ah, ok, c'est bon, c'est bon, c'est une précision à savoir. Ok. Ouais. Mais ça reste quand même que c'est flatteur de dire que si tu vis ce moment-là, c'est parce qu'il croit en toi, il voit la Ouais. possibilité. Ça doit être Ouais. déjà plus facile mentalement de se dire, ben,
hey, j'ai vécu ce moment-là. C'est parce que cette légende de coach-là me voit se rendre plus loin. Puis on parlait Exact. justement de mental. Comment tu réussis à faire une préparation? Ou en fait, je vais rephraser mon questionnement. C'est plus quel service que l'équipe offre pour une préparation mentale si jamais il y a un joueur qui peut vivre peut-être plus un slump? Qu'est-ce qu'on t'offre pour aider ce joueur-là à revenir sur la bonne track puis avoir du succès? Ben, on a justement chaque équipe a ce qu'on appelle un mental coach, mais c'est pas obligatoire. Tu sais, lui il est là, puis tu l'utilises si tu veux ou non. Et ouais, le processus est simple. Tu sais, pas mal toujours à tes dispos, tu parles, puis tu sais, c'est pas ça que j'aime, c'est pas forcé. Tu sais, c'est pas hey, faut que tu ailles le voir. Ou, tu sais, c'est vraiment quand toi tu le sens. C'est ça que j'aime, que tu es à la dispo si tu veux. Puis les équipes, de plus en plus, ils comprennent que c'est une partie grande, importante dans ce jeu, pas juste frapper des balles, c'est le côté mental aussi. Parce que ça me fait penser. Donne-moi 2 secondes et quart. OK. Parce que j'ai eu la chance, tu connais sûrement ce livre-là, mais je me dis que ça peut être quelque chose qu'on peut offrir aux gens qui vont écouter ça. C'est un livre de, je sais pas son nom complet, mais c'est H.A. Dorfman and Carl Kuhl. C'est The Mental Game of Baseball. Je sais pas si tu as déjà eu la chance de lire ce livre-là. Non, pas celle-là, non, je connais pas. Ce livre-là, en date, tu sais, j'ai une bonne partie de fait, là. Il explique beaucoup le début justement du préparateur mental dans le baseball majeur, chose qui était moins présente dans les années 70-80. Et cette personne-là qui n'était pas nécessairement un spécialiste du baseball, avait juste une façon, une approche de réussir à appréhender les joueurs et les aider à un peu se confronter eux autres mêmes pour réussir à avoir du succès dans le baseball majeur. Il parle des Pete Rose, il parle des, n'importe quel joueur qui était présent à ce moment-là. Donc, une suggestion de lecture pour les gens qui aimeraient aller voir ça. Et je ne vais pas prendre trop de ton temps parce que je sais que tu as un horaire assez chargé, mais j'aimerais savoir ton opinion sur le développement du baseball au Québec ou même le développement du baseball en général. Comment toi tu le perçois étant quelqu'un qui a atteint un certain niveau? Comment tu perçois les changements que le baseball a dans les dernières années? Mais est-ce que je vois, tu sais, ça va sur la bonne direction? Le fait qu'il y a de plus en plus de gars, ils vont dans les collèges américains, et je trouve que c'est important. Le seul changement mais tu sais, là, je pense pas que c'est à notre contrôle, mais tu sais, on a du bon talent au Québec, fait que je vois pas pourquoi on devrait tout le temps aller aux États-Unis pour savoir. C'est toujours les recruteurs des Américains qui nous recrutent dans un sens. Je comprends pas pourquoi. Tu sais, nous, on a les recruteurs d'ici, là, de Québec. Mhm. On dirait qu'ils ont peur de voir les jeunes d'ici ou de leur donner une opportunité. Je sais pas pourquoi. Comme s'il avait peur de prendre un Une guest sur chance le sur jeu. les. Tu sais, tu les vois grandir. Tu les vois grandir depuis, je sais pas moi, Moustique, tu les vois qui sont là, qui sont bons. Là, on attend qu'ils sont au collège. Tu sais, moi, Louis-Philippe, Édouard Julien, tu sais, on a tous des gars qui ont été aux États-Unis puis qui ont été repêchés par des recruteurs américains quand on était ici, puis ils nous ont vus tout le long. Ah. Je Mhm. comprends ton point de dire de. Je donne l'exemple, Roger Brulotte qui, dans une conférence de presse d'entrée de jeu pour le junior, avait mentionné, ce serait le fun qu'à un certain point, on voit au Québec un programme ou quelque chose qui crée le succès au Québec directement, un peu comme tu le partages, de dire, au lieu de pousser les gens à devoir aller à l'extérieur, d'essayer de créer le succès ici pour les amener vers les grandes ligues. Il avait lancé ça comme ça. Je ne sais pas si ça l'a fait résonner avec certaines personnes Mhm. Mhm. pour ça, mais c'est ce que je comprends un peu, d'essayer de trouver un moyen d'avoir la création du talent ici et de le propulser vers les majeurs sans nécessairement avoir besoin de faire le tremplin vers les Exact. États-Unis. Ouais, Tu, exact. tu parlais d'LP, je suis curieux de savoir parce que tu sais, dans les dernières semaines, on a vu quand même certaines choses. Tu sais, il a joué avec les Aigles de Trois-Rivières, des performances incroyables, vraiment grosses performances. Si je me suis pas trompé, il a aussi été repêché par l'équipe de Dubaï. Ouais, ils s'en va Eh, jouer là, ouais. Est-ce que tu as eu la chance de discuter un petit peu avec lui? Parce que pas longtemps, ben, tu as eu la chance, c'est sûr, mais est-ce que c'est un sujet qui est venu sur la table de dire qu'est-ce qui se passe avec ça? Parce que pas longtemps après, on a vu les Aigles de Trois-Rivières faisaient une mention
qu'il revenait avec les Aigles. Est-ce que tu peux nous aiguiller un peu sur qu'est-ce qui s'en vient pour lui? Est-ce qu'on va aussi le Ah, mais voir dans la Ligue parce que majeure? la Ligue de Dubaï, c'est en hiver. C'est que lui, il va jouer sa ligue avec les Aigles, ça va être après OK. qu'il va y aller. C'est dans le fond, c'est à la fin 2024 qu'il va y aller. Ah, OK. Ah, là, les choses se Ouais, ouais, clarifient parce que ouais, quand, ouais. j'avais vu le repêchage, je me disais, ben, tu sais, la saison, il parlait qu'elle va commencer prochainement. Elle a eu lieu dans Mhm. les dernières semaines. On s'attendait peut-être à le voir se diriger vers Dubaï pour aller jouer. Mais là, tu dis que c'est vraiment pour la prochaine hiver qu'on va le voir atteindre Ouais. Dubaï. C'est quand même Mhm. une ligue différente, hein, surtout avec le fait qu'on a vu Pablo Sandoval frapper le premier circuit de 6 points. Ouais, ouais, j'ai vu ça. Est-ce que tu verrais des changements comme ça se faire avec les ligues majeures? Tu sais, on pense à la Ligue Non, nationale de aucune hockey. chance. Aucune Non, chance? aucune chance. Non, non, non. Là, Ah ça, non? c'est plus pour, tu sais, ils font ça pour attirer des fans, tu sais, faire ça plus excitant, mais non, non. Déjà que le baseball majeur, il a vécu beaucoup de changements, tu sais, avec plus de chiffres, en, en, en dixième manche, là, t'as le go au deuxième but. Mm. Le temps, tu sais, le temps, ça a l'air de rien, mais c'est vite. Tu sais, comme frappeur, des fois, je me sentais rushé. Mhm. Mais là, si tu mets des changements de même, non, je pense que ça va passer, là. Je sais pas, j'étais curieux de poser la question parce que je me disais, Euh, tu sais, on a vu ça, on voit des changements dans le hockey majeur qui apportent des changements pour faire changer le jeu un petit peu. Je me disais, la perception à travers ça. Mais justement, le clock time comme frappeur, comment toi, tu as trouvé ça? Parce que tu sais, on a vu des situations où des joueurs se faire atteindre par une balle à mhm, mhm. 98, il faut qu'ils se relèvent aussitôt pour se remettre à jouer. Comment la masse de joueurs que tu as côtoyés perçoivent ça, ce clock time-là? Mais d'habitude, c'est plus les lanceurs qui chialent, tu sais, parce que eux, évidemment, t'es plus fatigué à lancer des balles. Comme frappeur au début, oui, tu te sentais un peu rushé, mais là, si je me trompe pas, ils ont descendu le temps encore de 2-3 Mhm. secondes. Fait Mhm. que là, j'ai hâte de voir si ça va être comment, si tu vraiment. Parce que des fois, tu sais, comme frappeur, t'aimes ça prendre ton temps, ok, relaxer, tu sais, on recommence, un peu comme penser à ton approche. Là, t'as pas le temps, c'est let's go. Mais ce que j'aime, c'est que les games, c'est vrai qu'ils sont moins longues. La moyenne avant était 3 heures, maintenant je pense qu'elle est 2h35. C'est quand même 25 minutes. Ça paraît quand même, surtout au fait que vous jouez plusieurs games en peu de Mhm. temps, ça paraît sur la récupération. Euh, mais justement, là, est-ce que je vais retrouver mon questionnement? Ça a passé. OK. Justement, là, ce changement-là, est-ce que justement le shift, ça affecte beaucoup de joueurs que tu as côtoyé dans les dernières années? Non, ça l'aide beaucoup de joueurs, dont moi. Je me rappelle, j'avais vu un article après la saison 2022. Puis là, selon les types de balles par frappé, les 10 joueurs que, dans le top 10 joueurs que le chiffre enlever le chiffre Mhm. va aider. Puis moi, j'étais huitième. Ouais, tu sais, des balles, tu frappes fort, mais là, t'as le deuxième but qui joue en champ droit. Tu sais, Mhm. hey, des fois, c'est frustrant. Mais là, grâce à ça, il y a beaucoup de gars, justement des gauchers surtout, là, que ça l'a aidé. Et je te dirais que j'ai deux dernières questions. Après ça, je te laisse aller pour pas prendre trop de ton temps. La première, j'ai vu dernièrement qu'ils pensent à mettre un arbitre robotisé ou artificiel Mhm. dû au fait qu'on a vu certaines arbitres dans les dernières années avoir un ratio de calls manqués assez extrême. Comment toi et la masse générale des joueurs que tu as côtoyés perçoivent l'idée que dans les prochaines années, c'est peut-être quelque chose qu'on peut voir un arbitre robotisé? Ouais, je pense que c'est possible parce qu'on l'a vu dans les ligues mineures qui commencent à le faire, mais selon moi, s'ils font un changement, ça va être le système du challenge. Fait que toi, comme frappeur, si t'es pas d'accord, tu demandes un challenge. Mettons le gars il dit prise, là, toi, tu fonces une balle, tu demandes un challenge. Puis là, si t'as raison, t'as le droit à le refaire. Si tu te trompes, là, t'as plus de challenge. Il y a quelque chose dans le genre. Je me dis, ça va pas être un peu contradictoire au fait que le challenge ne veut pas la reprise vidéo, ils vont aller à la reprise. Des fois, ça peut prendre un certain temps que la reprise se Mhm. fasse. Non, non, c'est vite, parce que dans le 3 ça se faisait. Fait que c'est Ah, ok, instantané. ça se fait. Ok. Fait que je me disais, Tu tu sais, s'il y a là, non, non, c'est vite. Parce que dans le gros board, tu sais, le Mhm, scoreboard, mhm. ils vont mettre la balle, ils vont mettre le replay de la balle où ça l'a passé.
Ah, ok, ok, parce que je me disais, tu sais, la reprise, ça aurait causé le fait qu'il faut qu'il aille voir, le temps d'aller voir, Non, de non, c'est pas décider, comme tu ça. sais. C'est Ok, pas, non, c'est pas qu'ils appellent, non, ils le mettent direct sur l'écran. ok, c'est bon. Et ma dernière question, puis après ça, je te laisse aller. Dans tes dernières années ou dans les années futures à venir, est-ce que tu as un joueur ou un coach avec qui tu aimerais beaucoup travailler, qui tu crois pourrait t'amener quand même beaucoup de côté bénéfique pour tes performances et ta carrière dans le baseball majeur? Un coach que j'aimerais ça travailler Ouais. ou un joueur, attends, on pose une bonne, faudrait que je pense, mais je dirais, je pense, Ron Washington, qui est avec, là, c'est rendu le manager des Angels. Lui, c'est un peu considéré le gourou un peu des infielders. Tu sais, il a aidé beaucoup de gars il travaille beaucoup à, justement, lui, il était avec les Rays avant, avec Marcus Semien. Tu sais, au début, c'était un way below average shortstop, puis là, il a fait prendre au niveau au top. Et, tu sais, juste le fait d'entendre, je suis curieux de voir c'est comment, c'est quoi qui monte, c'est quoi la philosophie, par rapport à des joueurs d'avant-champ. C'est vrai que Marcus Semien a quand même fait un step-up entre son Mhm. temps avec les A's, avec les Jays et maintenant avec Ouais, les Rangers, si ma mémoire est bonne. Rangers, ouais. Mhm. Ben, merci Abraham Taureau des joueurs des Athlétiques d'Oakland d'avoir pris le temps de discuter avec moi aujourd'hui. Honnêtement, c'est très apprécié. Je te souhaite honnêtement une saison très remplie de performances en 2024. On connaît ton talent, on sait le type de joueur que tu es, on sait que tu es capable de te rendre là. On a hâte de le voir, de te voir faire dans la prochaine année. Je te sens très confiant, très prêt et calme pour la prochaine saison. Je pense sûr que ça va bien paraître avec les Aces. On va te supporter, on va être présent, on va avoir hâte de voir où tu t'en vas avec ça là, en prochaine saison. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Zach Langlois, j'ai le podcast Le Monticule. On a eu la chance d'avoir Abraham Taureau aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas, abonnez-vous, aimez, partagez. On va réussir à amener ce podcast-là très loin pour avoir d'autres belles discussions avec des joueurs comme Abraham qui nous permet de rentrer un petit peu dans la vie d'un joueur des ligues majeures. Et nous, ben, on va se revoir pour un prochain épisode du Monticule. Ciao!